Alors je vous avais demandé de vérifier ce qu'on avait trouvé avec le critère de Nyquist en utilisant le critère de route. Et voici la solution. Alors vous constatez qu'au niveau longueur, ça doit prendre un vingtième de la page, un cinquième de la page, 20% de la page. Et le critère de route, ça prend tout le reste. En tout, il y a 4 pages. Donc clairement, pour ce qui est de l'information, de savoir si le système est stable ou pas, donc cette information binaire que donne le critère de route, clairement, il est beaucoup plus efficace que Nyquist. Mais Nyquist a ceci de plus, qu'il vous donne une visualisation graphique de la stabilité de votre système. C'est-à-dire, vous pouvez essayer il y a un critère qui consiste à mesurer le point le plus proche du contour du lieu de Nyquist par rapport au point critique, -1. Et de définir cette distance minimale comme étant une marge de robustesse. Il est clair qu'avec le critère de route, vous ne pouvez pas faire ça. Donc vous ne pouvez pas avoir une notion de marge de stabilité, une définition d'une métrique de stabilité ou marge de stabilité en utilisant route. Bon, d'un autre côté, c'est beaucoup plus rapide. Alors comme vous le voyez là, la première chose qu'il faut faire, c'est de calculer la fonction transfert en boucle fermée, ou plutôt son dénominateur. Donc en calculant transfert direct sur 1 plus transfert total, ou en calculant l'équation caractéristique 1 plus fonction transfert en boucle ouverte corrigée, vous obtenez ce polynôme là qui dépend de k. Donc vous avez deux coefficients dans ce polynôme là, k-30 et 2k, qui dépendent de k, et grâce au critère de route, il est possible de trouver la limite de stabilité, qui est une limite basse dans ce cas-là, car le système est instable, et on trouve heureusement la même chose qu'avec Nyquist. Alors je rappelle comment on établit ce tableau de route. On prélève les coefficients pour la première ligne, les coefficients, on commence par le coefficient de plus haut degré, donc 1, on saute celui le suivant, à savoir 7, on prend ensuite le k-30, et on saute le suivant et après il n'y en a plus, donc on s'arrête. Pour la deuxième ligne, on se décale, on prend le 7, on saute celui-là et on prend le 2K, et ça nous forme les deux premières lignes du tableau de route. Ensuite, pour terminer ce tableau de route qui, dans le cas d'un degré 3, contient 4 lignes, pour ce terme-là, on fait ça fois ça, moins ça fois ça sur ça. Voilà. Et ici, le deuxième terme de la ligne 1, c'est ça fois 0 moins ça fois 0 sur ça, donc ça fait 0, on ne le met pas. Et pour la dernière ligne, c'est égal à ça fois ça, moins 7 fois 0 sur ça, donc c'est égal à 2K. Il y a autant de pôles instables pour ce système qu'il y a de changements de signes dans la première colonne. Alors clairement là on commence avec des signes positifs, donc il faut que tout soit positif. Donc on peut déjà dire en regardant le dernier terme là que k doit être positif, et en regardant celui-là on peut écrire que 5/7 de k moins 30 doit être supérieur à 0. Du coup on trouve k supérieur à 42. Ça se fait très très rapidement, et sans grand calcul, et beaucoup plus rapidement qu'avec Nyquist évidemment. Donc si en examen on vous demande de calculer la limite de stabilité d'un système sans vous demander de calculer sa marge de phase ou des choses qu'on va voir maintenant dans le cours, des notions de marge de stabilité, il est clair que vous n'allez pas vous compliquer la vie et utiliser Nyquist. Vous voyez, la différence de travail est considérable. Nyquist ne s'utilise que si on vous le dit, d'une part, et si on a des notions dans le problème, s'il y a quelque chose qui tourne autour de notions de marge de stabilité. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer à la suite du cours. Alors avant, j'ai eu des retours par rapport au corrigé du QCM. Certains trouvaient que j'étais un peu rapide sur les dernières questions. C'est vrai, j'étais un peu rapide.
Donc je vous ai fait un corrigé plus détaillé des deux dernières questions qui portaient sur la stabilité, enfin l'utilisation du critère de Root pour déterminer si les systèmes sont stables ou pas. Alors voici le corrigé détaillé concernant l'avant-dernière question. Voilà. J'essaye de mettre tout sur une... Voilà, parfait, ça tient parfaitement. Alors, je vous ai mis des petites couleurs pour que ceux qui n'ont toujours pas relu leur cours et qui ne savent toujours pas comment on construit la première et la deuxième ligne du tableau de Root voient bien comment ça se construit. Hein. Donc, vous voyez, coefficient 1, il vient là, coefficient K vient là. Il y a 0 fois S, donc ça fait un 0 ici. Et la deuxième ligne, c'est les coefficients 1 ici, 1 là et 1 là. Ensuite, on applique la méthode, hein, bête et méchante, ça fois ça, moins ça fois ça sur ça, ça fait K moins 1. Ça fois ça, moins ça fois ça sur ça, ça fait moins 1. Et ça fois 0, moins ça fois 0 sur ça, ça fait 0. Ensuite, ça fois ça, moins ça fois ça, sur ça, ça fait finalement K moins 1 plus 1 sur K moins 1, donc K sur K moins 1. Ensuite, vous avez 1, et puis finalement, la ligne 1, ce K sur K moins 1 fois moins 1, fois moins K moins 1 fois 1, sur le pivot, donc K sur K moins 1. Et puis le dernier terme est égal à 1. Il ne faut pas qu'il y ait de changement de signe dans la première colonne pour que le système soit stable. Conclusion, il faut que ça soit positif, et ça, il faut que ça soit positif. Ça positif, ça implique K supérieur à 1. Ça positif, ça implique K supérieur à 1 ou K inférieur à 0. Mais comme on a déjà cette contrainte-là, finalement, l'intersection de ces deux contraintes, c'est K supérieur à 1. Donc à partir de cette ligne-là, on sait déjà que K est positif. Et en plus, on sait que K est strictement supérieur à 1. Et dernière contrainte qu'on déroule, qu'on décompose, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, et ça fait un polynôme du second degré inférieur à 0. À quelles conditions un polynôme de degré 2 est inférieur à 0? On peut savoir ça. Un polynôme de degré 2 est du signe de ce coefficient-là, sauf entre ses racines. Alors il se trouve que ce coefficient-là est égal à 1 et donc positif. Donc ce polynôme de degré 2 est positif, sauf entre ses racines. Or, il se trouve que ses racines sont complexes. Conclusion, il est toujours positif. Il ne sera jamais négatif, donc il n'y a aucune valeur de K qui valide cette dernière condition. Conclusion, il y a forcément au moins un changement de signe, en tout cas il y en a deux là. Si ça c'est négatif, ça fait un changement de positif à négatif, puis un autre changement de négatif à positif, donc il y a deux changements de signe, donc il y a deux pôles instables. Donc ce système est toujours instable. Voilà le corrigé détaillé de cette première question. Le deuxième était beaucoup plus simple, mais il était paramétré avec un paramètre A qui dépendait de votre jour de naissance. Donc je n'ai pas mis la formule complète, mais il se trouve qu'avec la formule qui était indiquée dans le QCM, A était forcément positif. Voilà l'équation qu'on avait, qui était le dénominateur donc, de la fonction transfert dont on voulait déterminer la stabilité. Là, c'était plus simple, le degré est égal à 3. Donc on a 4 lignes pour le tableau de Root. Là aussi, je vous ai mis des couleurs pour vous rappeler comment on construit la première et la deuxième ligne à partir des coefficients du polynôme. Ce terme-là, c'est égal à ça, fois ça, moins ça, fois ça, sur ça. Ce terme-là, c'est égal à ça, fois 0, moins ça, fois 0, sur ça, donc égal à 0. Le dernier terme est égal à ça, fois ça, moins ça, fois 0, sur ça, donc c'est égal à K. Il ne faut pas de changement de signe dans la première colonne pour que le système soit stable. Or, le premier terme est positif, donc il faut que toute la première colonne soit positive pour qu'il n'y ait pas de pôle instable dans ce polynôme. A est positif. Donc là, ok, ça colle. Il faut encore que 2A moins K sur A soit positif. Or, A est positif, donc on peut l'éliminer. Donc 2A moins K strictement supérieur à 0. Donc, moins K supérieur à moins 2A, donc K inférieur à 2A. Dans le cas où vous aviez un 1 ici, c'était K inférieur à A. Bon, c'est très facile de remplacer ce 2 par un 1. Ici, vous avez donc un 1, et ici, vous retrouvez K inférieur à A. Et le dernier terme,
K et doit être positif. Alors on vous demandait la limite supérieure. Hein. Donc pour que ça soit stable, il ne faut pas seulement que K soit inférieur à 2A, mais que K soit aussi supérieur à 0, parce que sinon ici vous avez un problème. Mais on ne vous demandait pas ça, on vous demandait la limite supérieure, donc la réponse, donc il fallait rentrer dans le champ de réponse, c'était 2A, tout simplement. Ok, c'est noté. Bon, alors si vous avez des questions, vous pouvez soit les poser maintenant, soit venir me voir après le cours, soit venir à mon bureau, soit m'envoyer un mail, enfin bon, vous avez le choix. On était arrivé là, donc à la fin du critère de Nyquist. Donc je rappelle, critère de Nyquist, un critère purement graphique dont le principe repose, le principe repose sur le théorème de Cauchy, qui part d'un contour fermé qui est décrit par la variable complexe S et dont le résultat, à savoir la stabilité de la boucle fermée, est déterminé par le nombre de tours que fait l'image de ce contour fermé par la fonction transfert en boucle ouverte. Donc ce qui est intéressant avec le critère de Nyquist, c'est qu'on utilise la fonction transfert en boucle ouverte pour déduire des choses sur la boucle fermée. Donc à la fin, une fois qu'on a le gros du boulot avec Nyquist, c'est de tracer ça. Alors on ne va pas le tracer précisément partout. Vous avez vu que dans l'exercice qu'on avait traité, cette partie-là, je l'avais tracée approximativement. Ça, évidemment, c'est des rayons infinis, donc il n'y a pas besoin de tracer ça précisément. Juste, je m'étais appliqué pour trouver précisément ce point d'intersection-là. Je m'étais aussi appliqué à précisément trouver la façon dont on arrivait en zéro, dont on tangentait ici pour oméga tendant vers l'infini, est-ce qu'on tangente par le bas ou est-ce qu'on tangente par le haut, et ça permettait de savoir dans quel cadre on est, et ça permettait éventuellement de vérifier qu'on ne s'est pas trompé en calculant le nombre de points d'intersection du lieu de Nyquist avec l'axe réel. Une fois qu'on a fait ça, c'est fini. Il suffit de compter le nombre de tours que fait ce lieu de Nyquist autour de -1 et ne pas oublier qu'on compte positivement dans le sens trigonométrique. Et l'exercice qu'on avait traité était un peu... mettait ce problème en évidence parce qu'on avait deux possibilités pour le point -1. Un où ça comptait +1 autour et l'autre, une autre zone, disons, du lieu où ça comptait -1 fois autour de -1. Et là, effectivement, si on ne s'était pas trompé, on arrivait à trouver facilement le gain critique pour ce système. Alors, il y a un critère simplifié de Nyquist qui s'appelle le critère du revers et qui n'est valable que pour une sous-catégorie de systèmes. Ça ne marche pas pour les systèmes instables, ça ne marche pas pour les systèmes à non minimum de phase. Qu'est-ce que c'est qu'un système instable? Bon, je pense que vous savez ce que c'est. C'est un système pour lequel au moins un des pôles se situe à droite pour partie réelle, à une partie réelle positive. Un système à non minimum de phase, c'est un système qui a un zéro instable. Alors un zéro ne déstabilise jamais le système. Si vous avez un zéro à partie réelle positive, ça ne va pas vous faire une réponse qui part à l'infini, qui diverge. Par contre, on peut voir... il y a une caractéristique typique d'un non minimum de phase dans la réponse indicielle. Vous la connaissez? Comment on reconnaît un non minimum de phase, c'est-à-dire un système qui a un zéro instable? Si vous mettez un échelon en entrée, comment est-ce qu'on peut voir qu'il a un non minimum de phase sans connaître sa fonction de transfert? Personne? Alors un non minimum de phase, il commence par partir dans l'autre sens. C'est-à-dire vous lui mettez un échelon qui va de 0 à 1, lui il va commencer par aller dans l'autre sens. C'est-à-dire s'il est à 0, il va commencer à aller négativement avant de revenir vers la valeur positive. Ça c'est typique d'un zéro instable. Alors ça ne diverge pas, mais c'est un moyen de détecter ce caractère non minimum de phase. Alors vous aurez toujours accès, en tout cas cette année, à la fonction transfert.
Donc vous verrez si les zéros sont à partie réelle positive ou négative, et sachez que s'il y a un seul zéro à partie réelle positive, ce critère du revers ne peut pas s'appliquer. Et troisième limitation, ce critère du revers ne s'applique pas pour les systèmes à retard. Alors je ne l'ai pas dit, c'est pas marqué dans le cours, dans les slides là je crois, je ne sais pas si c'est marqué dans le poly, l'excellent poly, mais si c'est pas marqué, notez que le critère de Nyquist complet marche aussi pour les systèmes à retard, ce qui est particulièrement intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que root ne marche pas pour les systèmes à retard. Pourquoi root ne marche pas pour les systèmes à retard? Hein? Pardon? J'entends pas. Non. Quelle est la caractéristique des systèmes à retard? Qu'est-ce qu'on a comme terme qui apparaît, qui fait le retard? Ouais, exponentiel. Exponentiel, c'est pas un polynôme. Comment vous pouvez extraire les coefficients lorsque vous avez un exponentiel de TS? Donc ça marche plus. Vous savez pas faire le tableau de route là, vous savez pas utiliser cet outil-là. Donc là, pour les systèmes à retard, Nyquist s'impose. Mais pas revers. Hein. Le critère du revers simplifié ne marche pas pour les systèmes à retard. Voilà, ça c'est les hypothèses. Alors le critère du revers, il dit la chose suivante. Soit un système à minimum de phase, stable. Le système stable en boucle ouverte, il est stable en boucle fermée si en parcourant le lieu de transfert de la boucle ouverte selon les oméga croissants, on laisse le point critique à gauche dans le plan de Nyquist ou à droite dans le plan de Black. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous contentez de tracer le lieu de Nyquist pour la partie B. Vous vous rappelez la partie B? La partie A, c'était le petit évitement, là. La partie B, c'était S est égal à J oméga. Et la partie C, c'était le demi-cercle de rayon infini. Vous vous contentez de tracer le lieu de Nyquist pour S est égal à J oméga, oméga variant de 0 à plus l'infini. Ça vous fait quelque chose comme ça. Lorsqu'oméga tend vers l'infini, on tend toujours vers 0, hein, si le système est strictement causal. Et puis, autrement, ça peut faire n'importe quoi. Là, c'est juste un exemple. Alors, comment on sait, en traçant juste ça, si le système est stable ou pas? Vous placez, imaginez que vous soyez sur ce lieu-là, que votre tête soit dirigée dans le sens de la flèche. Le sens de la flèche, c'est le sens des oméga croissants. Votre tête est là, vos pieds sont là. Vous regardez vers le fond du tableau. Et si votre point -1, vous le laissez à gauche, c'est stable. Facile. C'est plus facile que l'autre, parce que vous tracez pas les petits évitements là qui posent problème, qui posent un peu de problème. Vous tracez juste une partie de ce lieu, et puis vous contentez de regarder si vous laissez le point -1 à droite ou à gauche. C'est quand même un peu plus simple. Et surtout, ça a une application, ça a une interprétation directe dans le diagramme de Bode, comme on va le voir. Alors, dans ce cas-là, on se place donc ici, tête dans le sens de la flèche, pied ici, ici le point -1 est à gauche, donc ça c'est la configuration stable. Ça, c'est la configuration instable. Quand on est sur la courbe avec la tête dans le sens de la flèche et le regard vers le fond du tableau, le point -1 est à droite. Conclusion, c'est instable. Voilà. Voilà ce qu'il y avait à dire pour le critère du revers. Pas grand-chose en fait. On va encore le retrouver après lorsqu'on traitera des marges de stabilité dans le diagramme de Bode. Alors, marge de stabilité. Nyquist nous permet de définir des marges de stabilité. Il y en a deux qu'on va voir cette année, il y en a une troisième qu'on verra l'année prochaine. La première, c'est la marge de phase, la deuxième, c'est la marge de gain. Comment sont-elles définies? Pour trouver la marge de phase, c'est une procédure en 2 étapes. Vous commencez par regarder, par trouver la pulsation oméga c pour laquelle la courbe d'amplitude
de la fonction transfert en boucle ouverte corrigée, à savoir CGH, hein. C'est toute la chaîne en boucle ouverte. Vous commencez par trouver ce oméga C tel que cette amplitude-là est égale à 1 en linéaire ou 0 en dB. Ensuite, vous regardez la phase à cet endroit-là, pour cette pulsation. Et vous regardez qu'est-ce qui vous sépare de moins 180 pour cette phase. Si vous êtes supérieur à moins 180, vous avez une marge de phase positive. C'est ce qu'il faudrait avoir pour que le système soit stable. Si vous êtes inférieur à moins 180, vous avez une marge de phase négative. Vous êtes instable. La marge de phase, pour que le système en boucle fermée soit stable, doit toujours être positive. Plus elle est grande, plus vous êtes loin du point moins 1, plus vous êtes loin du point critique, donc plus vous êtes stable. Et plus vous avez de la marge, c'est-à-dire plus vos paramètres peuvent varier sans que ça ne détériore de manière significative ou dangereuse la stabilité de votre système en boucle fermée. On a un autre critère qui est la marge de gain. La marge de gain est définie comme étant 1 sur la norme de la fonction transfert en boucle corrigée à la pulsation oméga moins 180. Et qu'est-ce que c'est oméga moins 180? C'est la pulsation telle que la phase de votre système en boucle ouverte est égale à moins 180 degrés. Donc pour trouver la marge de gain, c'est exactement le contraire. Il faut commencer par regarder la courbe de phase. Vous regardez sur cette courbe de phase la pulsation oméga moins 180 telle que l'argument est égal à moins 180. Ensuite, vous remontez au niveau de la courbe de gain et vous regardez qu'est-ce qui vous sépare, quel est le gain qui vous sépare de 1. Normalement, il faudrait être en dessous de 1 pour avoir une marge de gain suffisante. Et si vous êtes au-dessus de 1, il y a un problème. Vous êtes instable. Alors on va voir ça graphiquement, c'est peut-être plus parlant. Enfin, pas tout de suite. Le système est stable en boucle fermée si la marge de phase, la marge de gain du système en boucle ouverte est positive. Bon. Alors le système est stable en boucle fermée, effectivement, si les deux marges, phase et gain, sont positives. La marge de gain, c'est en dB. La valeur de la marge de phase permet donc de donner une image de la stabilité du système comme l'amortissement, certes. Alors il y a une relation entre l'amortissement, une relation assez directe, en tout cas pour un second ordre, entre l'amortissement et la marge de phase, tel que c'est indiqué ici. Alors ce pointillé là, c'est l'histoire de une régression. Alors je sais pas, je pense que c'est une... Ça tente de faire une régression linéaire, mais ça m'a pas l'air... Je sais pas, là, je sais pas ce qu'il a fait exactement. C'est possible que ça soit une régression linéaire, mais là, ça me paraît quand même un peu biaisé. Bon, bref, c'est à peu près la pente à l'origine de cette courbe, hein, je pense. Alors, c'est la courbe, c'est la courbe noire qui est intéressante, hein, c'est celle qui relie amortissement à marge de phase. Donc, vous voyez que, par exemple, pour le 0,707, là, qui est là, si vous avez un amortissement de 0,707, ça correspond, pour un second ordre, à une marge de phase de 65 degrés, positif. Donc, à une phase de moins 115 degrés. Marge de phase de 65 degrés, ça veut dire que vous avez 65 degrés de marge jusqu'à moins 180, au-delà duquel, enfin en dessous duquel, vous devenez instable. Conclusion, vous êtes à une phase de moins 115 degrés. Et souvent, on fait, bon, c'est un réglage assez habituel, une marge de phase de 45 degrés. Alors 45 degrés, c'est à peu près là, et ça correspond à un coefficient d'amortissement, si c'est un second ordre, uniquement, de 0,45. Et là, vous avez un dépassement de l'ordre de 20%. Les marges de stabilité peuvent être observées indifféremment dans l'un ou l'autre des diagrammes harmoniques. Alors ici, c'est l'interprétation marge de phase dans le plan complexe, hein, dans le plan qui sert à la représentation du lieu de Nyquist.
Vous avez ici le lieu de Nyquist en bleu, qui est tracé uniquement pour la partie B, hein, pour la partie S est égal à J oméga, oméga variant de 0 à plus l'infini, donc pour le critère du revers. Et comment on peut interpréter la marge de phase? La marge de phase s'obtient, se calcule, c'est la phase à la pulsation pour laquelle on a un gain de 1. Comment est-ce qu'on trouve ça dans Nyquist? Tout simplement en traçant le cercle, un cercle de rayon 1. C'est ce cercle en pointillé là. L'intersection de ce lieu de Nyquist avec ce cercle de rayon 1 va vous donner le point du lieu de Nyquist où on a un gain qui est égal à 1. Le gain, c'est la distance entre ça et ça. C'est bien la norme de ce vecteur dans le plan complexe. Donc là, on a 0 dB. Et ça, ça correspond à une certaine pulsation qui est appelée oméga C dans ce cours. En ce point-là, on regarde qu'est-ce qui nous sépare de moins 180. Alors la phase du système en ce point-là, on la trouve en prenant l'argument de ce vecteur complexe qui va de là jusqu'à là. Son argument, c'est cet angle-là. Ça, c'est l'argument pour oméga est égal à oméga C. Et la marge de phase, c'est ce qui nous sépare de moins 180, c'est-à-dire ce qui nous sépare de cet angle-là, moins 180, et on le prend dans ce sens, hein, parce que c'est positif lorsqu'on est, au-dessus de moins 180. Voilà, donc voilà l'angle en vert hein, qui représente la marge de phase. Et vous voyez que le critère du revers, hein, il dit que lorsque vous promenez sur cette courbe-là, en regardant vers le fond du tableau, le point moins 1, il est bien à gauche, donc on est stable. Et on aimerait qu'il soit le plus à gauche possible. Et vous voyez que plus ce m phi là, il est grand, plus il sera à gauche. Hein, donc cette métrique-là permet effectivement de s'éloigner, enfin de définir l'éloignement de la courbe par rapport au point moins 1. La marge de gain, c'est le gain. Bon, là, c'est pas très explicite, hein, parce qu'effectivement, 1 sur la marge de gain, c'est égal effectivement au gain à l'endroit où on a moins 180. Donc, pour trouver la marge de gain, il faut trouver l'endroit où on a une phase de moins 180. Donc, il faut trouver l'endroit où cette courbe bleue coupe l'axe réel, côté négatif. Donc, effectivement, là, on a une phase de moins 180. Donc, ça, c'est la pulsation, correspond à la pulsation oméga moins 180. Et la marge de gain, c'est la distance qui nous sépare du moins 1. C'est-à-dire, c'est le gain par lequel il faut multiplier le numérateur de la fonction transfert en boucle ouverte jusqu'à ce que ce point-là soit décalé au niveau de moins 1. C'est effectivement la distance qui nous sépare de moins 1. La marge de phase et la marge de gain dans le diagramme de Bode. Donc tout ça, vous pouvez aussi l'exprimer dans le diagramme de Bode. Le diagramme de Bode se contente donne exactement les mêmes informations que le lieu de Nyquist, hein, finalement, enfin, le lieu de Nyquist de la partie B. Et ici, vous pouvez voir la marge de phase qui s'obtient en trouvant d'abord l'intersection de la courbe de gain avec 0 dB. Ça vous donne oméga C. Ensuite, vous reportez cette pulsation au niveau de la phase. Vous trouvez ici une certaine phase, ici c'est à peu près moins 135 degrés, hein, un peu moins, un peu plus, et la marge de phase c'est ce qui vous sépare de moins 180, c'est positif lorsque vous êtes supérieur à moins 180, donc c'est bien compté dans ce sens, le sens de la flèche. Pour la marge de gain, c'est exactement le dual, enfin on peut voir ça comme le dual, hein, c'est-à-dire qu'on prend la courbe de phase d'abord, on regarde la pulsation à laquelle cette courbe de phase coupe moins 180 degrés, on reporte ça au niveau de la courbe de gain et ça nous donne une certaine amplitude, une certaine amplification, un certain gain, et ce gain-là devrait être inférieur à 0 dB, devrait être inférieur à 1 en linéaire. Et la marge, c'est ce qui nous sépare de 0 dB, en dB. Et ça doit être positif.
si on veut que ça soit stable. Alors, une erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de raisonner avec la boucle fermée. Il faut bien comprendre ces notions, toutes ces notions-là, donc Nyquist évidemment, critère du revers, marge de phase, marge de gain, tout ça c'est lié à Nyquist. Et donc, tout ça utilise à la base la fonction transfert en boucle ouverte. Donc il ne faut pas se planter et commencer par me calculer la fonction transfert en boucle fermée et ensuite tracer le diagramme de Gauss de la fonction transfert en boucle fermée et trouver la marge de phase et la marge de gain avec ça. C'est une erreur commune. Donc attention, c'est un outil qui utilise la boucle ouverte pour trouver des informations sur la boucle fermée. Alors un autre outil qui utilise ces informations de la boucle ouverte pour déduire des choses sur la boucle... Oui. Si ça fait quoi? Ouais. Ouais, tout à fait. On est mal. Dans ce cas-là, ça correspond à ce que j'ai dit là, à des circonvolutions là. Donc là, on est typiquement dans le cas d'ordre élevé. Déjà, c'est des choses qui n'arrivent que lorsque les ordres sont élevés. Si vous avez plusieurs fois des montagnes russes comme ça pour l'amplitude ou pour la phase, c'est que forcément, vous avez un ordre élevé au numérateur et au dénominateur. Dans ce cas-là, il faut remonter au fondamental. Et la source, c'est Nyquist. T'as pas le choix. Si tu sais pas déterminer dans Bode, si c'est pas monotone, la courbe, le seul critère qui prévaut, c'est le critère initial complet, sans approximation, sans aucune hypothèse, et c'est Nyquist. Là, on n'a pas le choix. J'ai un petit complément peut-être d'abord. Un complément sur la marge de stabilité. Donc, visiblement, la photocopieuse a un mode de détection automatique des couleurs. Et là, elle a décidé que c'était du noir et blanc. Et du coup, ça sort vraiment très très mal. Enfin bon, c'est encore lisible, je pense. Sinon, vous me demandez. Alors, voilà ce qu'on va traiter comme problème. On a un système bouclé avec en référence R, en sortie Y, et en fonction transfert en boucle ouverte, G de S qui est égal à K sur S, facteur de 1 plus 0,1S, facteur de 1 plus 0,02, ça c'est un 2 fois S. C'est vraiment mal sorti. Tout d'abord, on va déterminer la stabilité de ce système en utilisant le critère de route. Et ensuite, on va... qu'est-ce qu'on va faire après? Oui, on va, avec Bode, déterminer les marges de stabilité, marge de phase et marge de gain. Alors, pour utiliser route, il faut d'abord calculer la fonction transfert en boucle fermée, contrairement à Nyquist. Donc, premier travail, pour appliquer route, il faut calculer FTBF de S, qui est égal à G de S sur 1 plus G de S, qui est égal à ça. Ensuite, vous avez ce dénominateur de la fonction transfert en boucle fermée, qui va vous servir à établir le tableau de route, qui va nous servir à déterminer si le système est stable, enfin, à nous servir à déterminer la limite de stabilité pour K de ce système en boucle fermée. Ensuite, on va utiliser Bode pour déterminer la marge de phase et la marge de gain, et on va essayer de retrouver dans le diagramme de Bode le même résultat qu'avec le critère de route, en utilisant les notions de marge de phase. Donc, qui découle elle-même du critère de revers, qu'on peut appliquer dans ce cas-là, parce que le système est stable, et le système est à minimum de phase. Ok, bon, voilà. Vous établissez le tableau de route, donc 0,02, on en saute 1, 1. Ensuite 0,12, on en saute 1 et K. Ensuite 0,12 moins K fois 0,02 sur 0,12. Voilà. 0 pour le deuxième élément de cette ligne. Et ça fois ça moins ça fois ça sur ça, c'est égal à K.
Il faut que cette première colonne soit positive pour que le système soit stable. Il faut donc que K soit supérieur à 0 et que ce terme-là soit supérieur à 0. Ça implique K inférieur à 0,12 sur 0,02 qui est égal à 60. Donc le système est stable pour K compris entre 0 et 60. La limite de stabilité, c'est 60. Alors on va essayer de retrouver ce 60 là avec le critère du revers et avec les notions de marge de phase et de marge de gain. Oui. Là ? Ah oui. C'est là qu'il manque un 0 là. Ça c'est juste ça ? Bon. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon alors vous mettez un 0 là, un 0 là, et un 0 là, et vous changez pas ça. C'est ça ? Ok. On va essayer de retrouver ça maintenant avec le diagramme de Bode. Et le diagramme approximatif, hein, c'est-à-dire le diagramme asymptotique. Et la première question, donc dans la première question, on vous demande de trouver la valeur de K, donc le gain de réglage de ce système, de telle manière que la marge de phase soit égale à 45 degrés. Et pour cette valeur de réglage du gain, on vous demande ensuite d'en déduire la marge de gain correspondante. Et grâce à cette marge de gain correspondante, on va pouvoir trouver le gain critique, hein, c'est-à-dire que Mg, ça va être en dB, ce qui nous sépare du point moins 1. Et donc si vous multipliez le gain, vous allez trouver par la marge de gain, vous allez trouver la valeur critique du gain. Et normalement, on devrait trouver 60. Sauf que on va tracer ce diagramme de Bode de manière asymptotique. Donc on va commettre des approximations et donc on ne va pas trouver tout à fait 60. Alors la question c'est à quel point on va commettre des approximations. Quelle va être l'étendue de l'approximation. Voilà, alors la deuxième page est un peu plus lisible. Voilà le diagramme de Bode asymptotique de ce système. Vous avez un intégrateur, donc une pente moins 1, pour les fréquences basses, à partir du pôle qui a une constante de temps 0,1, donc ça fait un pôle en moins 10. Donc à 10 radians par seconde, vous cassez la pente et vous passez d'une pente moins 1 à une pente moins 2. Ensuite, le deuxième pôle, il est en moins 50. Donc ça fait une fréquence de coupure de 50, et à partir donc de 50, vous passez d'une pente moins 2 à une pente moins 3. Au niveau de la phase, alors là, vous ne vous trompez pas, hein, mon axe des X, il n'est pas à 0, il est à moins 90 déjà. Hein. Donc on commence avec une phase de moins 90 à cause de l'intégrateur. Ensuite, à 10 radians par seconde, première pulsation de coupure, on passe à moins 180. À la deuxième pulsation de coupure, à 50 radians par seconde, on passe à moins 270. Et je vous ai tracé en bleu ciel la phase réelle. Hein. Ça c'est évidemment en violet la phase très approximative. Ça varie évidemment pas en échelon comme ça, mais ça varie plutôt de manière totalement lisse, hein, comme la courbe bleue. Et notamment ici, ça passe à peu près au milieu. Alors, comment trouver marge de phase et marge de gain sur ces courbes-là? Alors, tout d'abord, la marge de phase. La marge de phase, je le rappelle, s'obtient en trouvant d'abord oméga C. Oméga C, c'est la pulsation à laquelle la courbe de gain coupe 0 dB. Sauf que là, il faut prendre le problème à l'envers. On ne vous demande pas quelle est la marge de phase, on vous demande de régler une marge de phase très précisément, à savoir une marge de phase de 45 degrés. Alors une marge de phase de 45 degrés, ça fait quoi comme phase? 45 degrés, ça veut dire que vous avez une marge de 45 degrés par rapport à moins 180. Conclusion, vous êtes à moins 135 degrés. D'accord?
on vous dit régler la marge de phase à 45 degrés. Conclusion, il faut que l'endroit où cette courbe rouge là coupe 0 dB corresponde exactement à l'endroit où on a moins 135 degrés. Moins 135 degrés, on l'a exactement en 10 radians par seconde. Vous voyez la courbe bleue là? Elle coupe moins 135 degrés qui est à mi-chemin entre moins 90 et moins 180, exactement en 10 radians par seconde, à 10 radians par seconde. Donc, pour qu'on ait une marge de phase de 45 degrés, il faut que là, à 10 radians par seconde, on ait 0 dB. Compris ça? Ce qu'on peut régler, c'est la translation verticale de cette courbe rouge. Pourquoi? Parce qu'il nous reste à régler ce gain. Ce gain va translater la courbe sans la déformer. Verticalement, plus vous montez le gain, plus la courbe va monter en dB. Plus vous baissez le gain, plus elle va descendre. Et vous voyez bien que si vous montez et descendez cette courbe rouge, le point d'intersection avec 0 dB qui est là, va, si vous montez la courbe, se déplacer par là. Si vous descendez la courbe, se déplacer vers là. La question c'est, pour quelle valeur du gain ça coupe exactement en 10? Donc là, on a 20 log de K, on descend, on fait une décade avec une pente de moins 20 dB par décade, donc on a ici moins 20 log de K, moins 20. On veut que ce 20 log de K, pardon, moins 20. On veut que ce 20 log de K moins 20 soit égal à 0. Conclusion. Ça égal à 0, ça fait un K est égal à 10. 20 log de 10, c'est égal à 20 fois 1, moins 20 égale 0. Donc, avec K égale à 10, on a l'intersection à cet endroit-là. Là, on voulait. Donc, K égale 10 permet d'avoir une marge de phase de 45 degrés. On va en déduire maintenant la marge de gain. La marge de gain s'obtient en calculant tout d'abord l'intersection de la courbe de phase avec moins 180. Donc vous voyez cette courbe bleue coupe moins 180 à peu près au milieu entre 10 et 50. Mais c'est le milieu en échelle log. N'oubliez pas, cette échelle des axes des fréquences est logarithmique. Donc le milieu en échelle log, c'est quoi? Ça s'appelle comment ça? Le milieu en échelle linéaire entre A et B, c'est A plus B sur 2. Le milieu en échelle log, c'est quoi si on a A et B? Oui? Racine de? Je sais pas, quelqu'un l'a dit là par là? Non? Personne? Racine de A fois B, c'est la moyenne géométrique. Donc le milieu là, entre 10 et 50, c'est racine de 10 fois 50, donc racine de 500. La pulsation à laquelle cette courbe de phase coupe moins 180, c'est racine de 500, ce qui fait, je sais plus, je l'ai mis là, 22,36. Donc vous voyez, c'est pas la moitié, c'est pas la moyenne linéaire. Et ensuite, il faut remonter, donc ça donne oméga moins 180, il faut remonter là pour trouver la marge de gain. Donc ici, on a un gain à calculer, et la marge de gain, c'est ce qui nous sépare de 0 dB, donc c'est cette distance-là, en dB. Que vaut cette distance-là? Donc la pulsation oméga moins 180, moyenne géométrique entre 10 et 50, égale 22,36. Le gain en dB à oméga moins 180 s'obtient en raisonnant avec les asymptotes. Donc vous savez qu'en 10 radians par seconde, on a 0 dB. Vous savez que la pente, c'est moins 40 dB par décade. Et vous savez que l'échelle est logarithmique. Donc il suffit de multiplier la pente, moins 40, par le déplacement, mais attention, en prenant le log des fréquences. Évident. Donc c'est log de 22, donc le déplacement c'est log de 22,36 moins log de 10.
et vous obtenez moins 13,98 dB. Donc vous avez une marge de gain de 13,98 dB. Vous avez de la marge, vous êtes en dessous de 0 dB, donc vous êtes stable, et la marge que vous avez jusqu'à atteindre 0 dB, le point d'instabilité, le point moins 1, si on était en Nyquist, eh ben c'est à peu près 14 dB. Donc en linéaire, la marge de gain est de 5, c'est-à-dire que vous pouvez multiplier par 5 le gain avant de devenir instable. Ça correspond à ces 14 dB. 14 dB, c'est 0,2. Enfin, moins 14 dB, c'est 0,2. Donc, vous pouvez multiplier par 14 dB, à savoir 1 sur 0,2, à savoir 5, le gain avant de devenir instable. Vous avez déjà un gain de Guise que vous venez de régler pour avoir la marge de phase de 45 degrés. Donc, 10 fois 5, ça fait 50. C'est votre limite de stabilité. Et avant, on avait 60. La différence entre les deux, c'est l'approximation des asymptotes. Parce que là, on a calculé ici ce gain-là en utilisant les droites là. Et évidemment, la courbe, elle passe en dessous, au-dessus, enfin, fait des choses un peu différentes, ce qui fait que ça change un peu les valeurs. Alors, pour trouver les valeurs plus précisément, bon, de toute façon, vous avez l'outil Root qui est là, qui est très pratique, qui vous donne tout de suite le résultat. Maintenant, si vous voulez utiliser Bode ou même Nyquist, si vous avez un système à retard par exemple, vous pouvez utiliser un outil numérique de calcul numérique si vos courbes ne sont pas paramétrées, hein, parce que quand il y a un paramètre, c'est pas forcément très, très pratique d'utiliser MATLAB, hein, pour trouver ça un peu plus précisément. Voilà pour ce complément sur la marge de stabilité. On va maintenant passer à un nouvel outil d'analyse des systèmes en boucle fermée qui s'appelle le lieu des racines ou lieu d'Evans. Alors, s'il y a un truc qu'il faut que vous reteniez de cette partie-là qui est très importante, parce qu'elle sert, c'est un outil très pratique, surtout pour les systèmes qui vont vous intéresser, vous, cette année, l'année prochaine, les systèmes simples. Et ça représente 90% des systèmes que vous pouvez rencontrer dans le métier d'ingénieur. Hein. Les 10% qui restent, c'est les systèmes plus compliqués pour lesquels il faut des outils plus compliqués, hein, mais il faut aussi des ingénieurs un peu plus pointus. Hein. Mais pour Evans, permet de traiter énormément de problèmes qui sont simples et l'immense majorité des problèmes industriels simples. Alors, qu'est-ce que c'est que cet outil? La seule chose qu'il va falloir que vous reteniez, c'est ce slide-là. Alors, vous allez voir le reste, là, les autres slides, il y en a combien? Il y en a 2, il y a tout ça, il y a ça. Bon, il n'y en a pas trop. Hein. Je pense que dans le poly, il doit y avoir un peu plus de pages consacrées à ça. Mais la chose la plus importante, elle est là. C'est la définition du lieu d'Evans. Le lieu d'Evans, c'est le lieu d'épaule de la fonction transfert en boucle fermée, lorsque le gain de la chaîne directe varie de 0 à plus infini. C'est tout ce qu'il faut retenir. Alors, je fais périodiquement des sondages sur la définition du lieu d'Evans, comme c'est quelque chose qui est utilisé, y compris l'année prochaine et même en troisième année, pour ceux qui font ISAV. Ce qu'on me répond couramment, les erreurs communes, hein, c'est de me dire que c'est le lieu des zéros. Alors ça, c'est une grossière erreur, parce que le lieu des zéros n'apporte pas grand-chose. Les zéros, vous avez dit que ça modifie légèrement la forme de la réponse, mais sans changer la dynamique de la réponse. Donc c'est bien le lieu des pôles. Et l'autre erreur classique, c'est de me dire que c'est le lieu des pôles de la fonction transfert en boucle ouverte. Ça n'a pas grand intérêt. Hein. Les pôles de la boucle ouverte, ils sont fixes. Regardez, si vous avez un K qui varie là, un G et un H, la boucle ouverte c'est K fois G fois H. Vous pouvez les calculer les pôles là. Ils ne vont pas être impactés par la valeur de K. Le K il va se retrouver au numérateur, donc il va modifier le gain, c'est tout. Mais il ne va pas modifier les pôles. Donc ça aussi c'est aberrant, c'est une réponse que j'ai
la définition, le sens de cet outil n'est pas maîtrisé. Parce qu'il ne faut pas se perdre dans... Après, je vais vous expliquer des règles de construction de ce lieu. Il ne faut pas se perdre dans ces règles-là, qui sont utiles certes, mais qui conceptuellement n'apportent absolument rien. Il faut savoir qu'est-ce qui vous apporte cet outil. Il vous apporte un moyen de voir comment évolue la cartographie des pôles du système en boucle fermée en fonction de pas n'importe quoi, en fonction d'un gain. Donc c'est un outil qui va vous permettre de régler un gain. Ce KP variable là, vous allez pouvoir le définir précisément grâce à cet outil-là. Bon, alors, comment est-ce qu'on construit ce lieu d'Evans ? Tout d'abord, donc je vous rappelle, c'est un outil qui part de la fonction transfert en boucle ouverte. Toutes les règles de construction du lieu d'Evans utilisent des notions propres à la boucle ouverte. Donc c'est comme Nyquist, mais c'est pas comme root. Soit m le degré du numérateur de la FTBO, fonction transfert en boucle ouverte du système, et n son ordre. Soit n de s le numérateur, donc n c'est aussi le degré du dénominateur. Soit n de s le numérateur de la FTBO du système et d de s son dénominateur. Les propriétés suivantes du lieu des racines permettent sa construction. Alors, ça c'est les règles de construction. Règle numéro 1. Ce lieu est symétrique par rapport à l'axe réel, tout comme le lieu de Nyquist. Symétrie par rapport à l'axe réel. Vous avez donc n pôles en boucle ouverte. Ça vous donne n points de départ et aussi n branches. En effet, ce lieu d'Evans va être la trace laissée par les pôles du système en boucle fermée lorsque K varie. En boucle fermée, vous avez autant de pôles qu'en boucle ouverte. Ça, je vous l'ai déjà dit, si vous avez 2 pôles en boucle ouverte, vous n'en aurez pas 3 en boucle fermée. Vous en avez le même nombre, vous en aurez 2. Donc n, c'est le nombre de pôles en boucle ouverte. N, c'est aussi le nombre de pôles en boucle fermée. Donc quand K va varier, en boucle fermée, les pôles du système en boucle fermée vont varier. Et la trace laissée dans le plan complexe par ces pôles-là en boucle fermée va être le lieu d'Evans. Et il y aura autant de traces que de pôles. Donc on appelle ces traces les branches. Le lieu d'Evans a autant de branches que de pôles en boucle ouverte, donc n. Les points de départ, on commence à un gain nul pour arriver à un gain qui tend vers plus l'infini. On part pour un gain nul des pôles du système en boucle ouverte. C'est-à-dire quand le gain est nul, c'est comme si vous aviez ouvert la boucle. Vous faites un gain égal à 0, c'est comme si là, vous n'aviez pas de connexion. Donc vous partez effectivement des pôles en boucle ouverte. C'est-à-dire que lorsque le gain est nul, la boucle fermée n'existe pas, elle n'est pas fermée, et donc ces pôles fictifs sont ceux finalement de la boucle ouverte. Lorsque K tend vers l'infini, ces branches tendent vers les zéros du système en boucle ouverte. Et comme d'habitude, il n'y a pas autant de zéros que de pôles, parce que le système est strictement causal, où est-ce qu'elles partent les autres branches ? Vers l'infini. Donc exemple, vous avez un système qui est en boucle ouverte à 2 zéros, 3 pôles. Vous avez donc 3 branches, 3 traces dans le plan complexe. Il y en a 2 qui vont aller aux 2 zéros. Et il y en a un... ça réveille quand même l'absence de son. Même des yeux fermés, je le vois. Et il y en a un qui arrive à l'infini. Donc il y a autant de branches à l'infini qu'il y a de différences de zéros et de pôles entre numérateur et dénominateur. Règle numéro 3. Je l'ai déjà dit, n-1 branche infinie, et cette règle numéro 3 vous précise par où partent ces branches à l'infini. Elles vont vers des asymptotes. Comment sont ces asymptotes ? Déjà, elles font des angles, certains angles, ces asymptotes, et ces angles sont définis par cette formule assez simple. Donc vous avez lambda qui vaut 0, 1 jusqu'à n moins m moins 1. Donc toujours notre système avec 2 zéros, 3 pôles. 3n, m égale à 2, donc n moins m est égal à 1, et n moins m moins 1 est égal à 0. Donc lambda finalement prend qu'une seule valeur ici, 0. Et donc l'angle
bêta 0, qui est l'angle de cette unique asymptote, c'est 2 fois 0 plus 1 divisé par 1 fois pi. Donc c'est égal à pi. D'accord? Donc vous avez l'angle de cette première asymptote grâce à ce premier point. Et vous avez l'intersection de ces asymptotes avec l'axe réel qui est donnée par la somme des pôles moins la somme des zéros du système divisé par n moins m. Alors lorsque l'asymptote fait un angle de pi, ça veut dire qu'elle est confondue avec l'axe réel. Donc l'intersection avec l'axe réel, c'est une infinité de points. Donc c'est pas la peine d'aller utiliser cette deuxième équation pour trouver son intersection, hein, c'est clair. Par contre, si vous en avez deux, sachant qu'il y a symétrie, hein, il y a une symétrie, alors deux, elles sont verticales, hein, quand il y en a deux, l'intersection est forcément commune, hein, parce que vous avez symétrie par rapport à l'axe réel. Et si vous en avez deux, vous pouvez trouver, donc il y en a une à pi sur 2, l'autre à 3 pi sur 2, et vous pouvez trouver le point d'intersection avec l'axe réel, donc positionner cette asymptote là grâce à la deuxième équation qui vous donne précisément la valeur. Règle 4, qui est sûrement la plus utile et la plus simple à appliquer une fois qu'on l'a comprise. Un point de l'axe réel appartient au lieu si le nombre de pôles et de zéros réels de la fonction transfert en boucle ouverte située à sa droite est impair. Donc vous prenez n'importe quel point sur l'axe réel. Vous posez la question, est-ce que ça appartient au lieu d'Evans? Vous comptez tous les pôles et les zéros sur l'axe réel à la droite. Si c'est impair, ça appartient. Si c'est pair, ça appartient pas. Ça vous permet de très rapidement trouver par exemple une asymptote qui serait sur l'axe réel et très rapidement avoir une idée du lieu d'Evans. Règle numéro 5. Il y a ce qu'on appelle des points de séparation. C'est des points où deux branches se télescopent et repartent dans d'autres directions. Imaginez deux branches sur l'axe réel, hein, donc il y a toujours symétrie, hein, vont se télescoper. À l'endroit où ça se télescope, vous avez un pôle double. Et il y a une règle qui dit qu'ensuite, forcément, ça part à 90 degrés quand il y en a deux. Alors celle-là, je crois qu'il ne l'a pas donnée. Non, il ne l'a pas donnée. Ce cours n'est pas complet. Vérifiez voir dans votre poly, là, si ça y est. La règle qui dit que ça repart comme ça, là. Ça y est, ça? Vous avez exactement la même chose, là? Bon, il manque quand même une petite règle. Je vais vous la donner en complément. Bon, c'est pas grave pour le début, là, c'est pas la peine de vous noyer dans ces règles, mais je vous les donnerai quand même en complément la prochaine fois parce qu'elles sont quand même assez utiles. Et elles sont pas très compliquées. Et puis il y a aussi les angles de départ et d'arrivée qui visiblement ne sont pas donnés non plus dans le cours, là. Il y a quand même 2-3 points là qui manquent que je préfère vous donner. Alors cette règle-là, il y en a une aussi équivalente que je vais vous donner qui est peut-être plus simple à appliquer. C'est-à-dire que pour trouver les points de séparation, les points de l'axe réel sur lesquels vous avez télescopage entre branches, qui sont très utiles, parce que c'est des points qui sont souvent correspondent à un optimum de réglage. Par exemple, une rapidité maximale pour un dépassement nul. Et ces points-là, il faut souvent les calculer avec précision, et c'est la règle 5 qui permet de faire ça. Donc si vous résolvez cette équation-là, vous trouvez tous les points de l'axe réel qui sont des points de séparation. Une règle équivalente, c'est de dire que la dérivée de la fonction transfert en boucle ouverte par rapport à S doit être égale à 0. C'est équivalent. Peut-être même plus simple. Bon, je vous donnerai ça aussi dans un complément. Alors, on va traiter un exemple, enfin on va traiter rapidement, là dans le cours c'est traité rapidement et de manière, pas de manière numérique. Hein. Après on va utiliser MATLAB, je vais vous montrer ça sous MATLAB. Ces graphiques, ça vous permettra de très rapidement, je pense, comprendre comment ça marche, parce que tant qu'on ne l'a pas vu fonctionner, on a peut-être un peu de mal. Alors, le lieu d'Evans de cette fonction transfert-là, qui correspond au moteur, par exemple, électrique, avec deux pôles, un rapide, un lent, qui correspondent respectivement aux constantes de temps électriques et mécaniques.
Ça, c'est la fonction transfert en boucle ouverte du moteur. Lorsque vous rebouclez ce moteur avec un gain de réglage, hein, donc rebouclage unitaire avec, vous mettez un gain que vous souhaitez régler, voilà le lieu d'Evans que ça fait. Alors pourquoi ça fait ça? Alors là, il a positionné, je vois donc des pôles à certains endroits, donc il y en a un en -1 et un en -5. Donc il a donné comme valeur à P1 et P2 -1 et -5. Donc c'est ces croix-là et là. La fameuse règle, je vous ai dit, qui est vachement pratique là pour l'axe réel, est-ce qu'un point de l'axe réel appartient au lieu d'Evans, oui ou non? Il suffit de compter le nombre de pôles et de zéros à droite. Est-ce que ce point-là de l'axe réel appartient au lieu d'Evans? Ben, il y a 0 pôle et 0 à droite. 0 est pair, je considère pair, et conclusion, toute cette zone-là n'appartient pas au lieu d'Evans. À partir de là, tous les points qui dépassent ce pôle-là en -1 appartiennent au lieu d'Evans parce qu'il y a un pôle à droite, 1 est impair, donc jusqu'à ici, tous les points de l'axe réel appartiennent au lieu d'Evans. Et quand on dépasse ce point-là, ben, il y en a 2 à droite, donc impair, donc jusqu'à moins l'infini, ça n'appartient plus. Ça, c'est relativement simple. Le lieu d'Evans comprend 2 branches dans ce cas-là, parce que vous avez 2 pôles en boucle ouverte. Il part, pour k est égal à 0, des pôles du système en boucle ouverte, à savoir là et là. Donc vous avez 2 branches. Alors normalement, il faut l'orienter aussi, il faudrait mettre des flèches. D'ailleurs, vous pouvez les rajouter, ces flèches. On part pour k égale 0 des 2 pôles en boucle ouverte, et on va, pour k égale infini, vers 2 asymptotes. Il y en a 2 parce que il y a 0, m est égal à 0. Dans ce cas-là, il n'y a pas de 0 pour ce système. Ces branches-là ne peuvent pas aller vers des zéros. Donc les flèches sont comme ça et comme ça. Ici, il y a télescopage. À cet endroit-là, il y a un pôle double. Et puis ensuite, ça part. Il y en a une qui part vers le haut, comme ça, et l'autre qui part vers le bas, comme ça. Voilà le lieu des racines de ce premier système. Alors si vous voulez rajouter un intégrateur, ça change un peu les choses. Donc la seule différence entre la fonction transfert précédente et celle-ci, c'est le rajout d'un intégrateur ici. Alors cette fois-ci, vous avez un pôle en 0 en plus. Vous avez toujours votre pôle, votre croix là, en -1, une croix en 0 et une croix en -5. Si vous appliquez la règle numéro, je ne sais plus quoi, qui dit qu'un point de l'axe réel appartient au lieu d'Evans si le nombre de pôles et de zéros situés à sa droite est pair, bah, tous ces points-là n'appartiennent pas. À partir de là, vous en avez un, donc toute cette petite zone-là, ça appartient. Ensuite, ça n'appartient plus parce que vous en avez 2, que c'est pair. Et à partir de là, vous en avez 3, donc ça appartient, et jusqu'à moins l'infini. Vous avez 3 branches qui partent des 3 pôles. 1, 2, 3 pôles. Cette branche-là, on l'a déjà par la règle, la fameuse règle qu'on vient d'appliquer. C'est une première asymptote à l'infini. Et puis là, vous avez une autre branche et une troisième branche, et ce télescope-là, et il y en a une qui part vers là et l'autre qui part vers là. La règle qui concerne les asymptotes vous permet de trouver les angles là. Si vous calculez, ça fait 60 degrés et moins 60 degrés. Et une troisième en 180 degrés. Vous pouvez aussi calculer le point d'intersection de ces 2 asymptotes. Ça vous donnera quelque chose qui est pas loin de -1. Vous pouvez calculer ça grâce à la règle numéro... D'ailleurs, on peut le calculer là, rapidement. Là, on peut calculer ça. Ça vous fait combien? Point d'intersection des 2 asymptotes en 60 et moins 160 degrés. Et moins 60 degrés. Somme des pôles moins somme des zéros sur n moins m. N est égal à 3, m est égal à 0. Que valent les ZI 0? Que valent les PI? On a un pôle en -1, un pôle en 0, un pôle en -5. Donc, on a -6 pour somme des pôles, et pour n moins m, on a 3. Donc ça coupe en -2. Donc là, en fait, ça coupe en -2. Hein. Si vous prolongez là. Voilà, difficile à faire. Hein.
vois pas comment je pourrais faire ça. Non, je peux pas. Si j'étais sous Windows, sous PowerPoint, je pourrais éventuellement le faire, mais là pas. Bon, bref, ça c'est -2, c'est sûr. Alors maintenant, on va jouer un peu avec MATLAB. Bon, on va définir ces deux systèmes. On va commencer par le premier. G est égal à TF de 1 au numérateur, au dénominateur. Ah non, on va faire ZPK. Donc 0 pôle gain de rien du tout au numérateur, virgule 2 pôles au dénominateur qui sont en -1, -5. Et puis un gain qui vaut dans un premier temps 1. Voilà notre première fonction transfert. On utilise un outil qui s'appelle RLTool, qui est l'outil de tracé de lieu d'Evans. Aïe, là je pense qu'il va y avoir un problème. Bon, on va voir. Comme j'ai redimensionné mon écran, ça peut poser éventuellement des problèmes. Bon, pour le moment ça se passe bien. Voilà, alors je vais importer mon système que je viens de définir dans l'espace de travail là. Alors vous voyez, pour quand même vous expliquer comment ça marche, on a une représentation du système qui est donnée ici, hein, avec C le correcteur qu'on veut régler. Éventuellement on peut déterminer une fonction transfert F de préfiltrage. Bon, on ne va pas l'utiliser dans ce cas-là, F est égal à 1. Éventuellement on peut définir un H de contre-réaction qui modélise par exemple la fonction transfert d'un capteur, mais surtout on définit G qui est la fonction transfert du système. Alors c'est ce que j'ai fait là, lorsque j'ai fait import, j'ai défini mon G. Et mon G, je lui ai donné la valeur que j'avais définie dans le workspace, à savoir celle que j'avais saisie ici. Bon, et lui il me trace tout seul le lieu d'Evans. Donc pourquoi je m'embête à vous expliquer des règles de tracé de lieu d'Evans? C'est une bonne question. Le lieu d'Evans, l'outil RLTool de MATLAB est un outil numérique. Hein, donc forcément, vous n'avez pas possibilité, par exemple, de paramétrer la position des pôles ou des zéros d'ailleurs du système à l'intérieur, enfin, par rapport au tracé. Donc vous ne pouvez pas faire un tracé paramétré. Hein. Et il se trouve que pour faire des synthèses, certaines synthèses, il est utile de paramétrer ce tracé. Donc rien que pour ça, il est utile d'avoir les règles de tracé, de savoir exactement, notamment calculer le point de séparation paramétré par exemple avec un pôle qu'on pourrait éventuellement régler. Et d'autre part, pour pouvoir utiliser cet outil, il est utile de connaître les règles de base pour savoir le déformer, pour savoir comment placer les pôles et les zéros du correcteur de manière à déformer ce lieu. Alors je m'explique. Pour le moment, le lieu d'Evans correspond au lieu qui est indiqué dans le cours, à savoir le lieu pour lequel on a un G de S et on a juste un gain. Donc on a deux pôles qui sont là en -1 et -5 et un gain qu'on peut régler et qui nous permet de déplacer ces petits carrés là qui sont les pôles du système en boucle fermée. Alors, vous voyez, alors je vais peut-être essayer d'afficher
Bon, il affiche pas le gain là. Je sais pas où il affiche d'ailleurs. Ah, il est là le gain. Bon, je vais essayer d'afficher le gain. Voilà, bon, alors, je pars d'un gain est égal à 0. Donc, vous voyez, je me place au début, les pôles du système en boucle fermée coïncident avec les pôles du système en boucle ouverte. Vous voyez ici, le gain est nul, quasi nul. Lorsque j'augmente le gain, je me déplace sur ces branches. Ici, à télescopage, vous voyez, les branches bleues, c'est bien la trace que laissent ces pôles du système en boucle fermée lorsque le gain évolue. Ici, j'arrive au point dit de séparation, c'est-à-dire où les deux branches se télescopent. Vous avez deux pôles doubles en boucle fermée qui sont en -3 ici. Et pour un gain qui est égal à 4. Oui. Pardon? Ah ouais, il l'a mis, ok. Donc j'ai pas besoin de revenir là. Ensuite, vous continuez à augmenter le gain. Il faut que je clique dessus. Je le prends là, j'augmente le gain et je pars vers un gain infini. Donc, non, là ça reste à 4, hein, c'est pas possible. Ah si, ça augmente. Oui, ah oui, Si, il faut que je dézoome. Bon, il n'y arrive pas. Bon. Là, quand j'augmente le gain, donc ça augmente mais progressivement, très très lentement. Il se trouve que il a, je ne sais pas pourquoi, il a dilaté particulièrement il a fait un gros zoom en Y. Hein. Voilà, alors on va rajouter maintenant un pôle en 0. Alors ça peut être un pôle du correcteur ou un pôle du système. Alors je peux rajouter avec cet outil à la main un pôle où je veux. Alors vous voyez, je clique sur la croix c'est les pôles, le rond c'est les zéros, et je mets un pôle ici. Je clique là, ça me rajoute un pôle en 0. Bon, je vais le préciser quand même. Parce que là, je vois que le gain est passé négatif, donc ça, c'est pas du tout bon. Et voilà. Et je vais exactement le mettre en 0 grâce à ça. Parce qu'un intégrateur doit être positionné exactement en 0. Hein. Voilà. Avec un gain positif. Il s'obstine à mettre un gain négatif. Voilà. Et il faut que je me déplace là pour voir apparaître donc la branche qui part de -5, donc telle qu'elle est donnée dans votre cours, elle est là, et vous avez les deux branches qui partent vers les asymptotes à 60 et -60 degrés. Alors comme vous avez un gros zoom ici, vous ne voyez pas effectivement cette inclinaison, mais si je pars assez loin par là, hein, vous voyez que ça commence à s'incliner doucement, et normalement ça tend vers 60 degrés. Hein. Voilà, alors je vais maintenant... non, je vais peut-être vous montrer encore un autre truc. Non, je vais attendre plutôt la suite du cours. Bon, la prochaine démo que je vous ferai, c'est pour vous montrer comment on utilise cet outil pour régler des correcteurs. Pour ça, il vaut mieux que j'avance un peu dans le cours. On va maintenant passer à un autre point de l'analyse des systèmes asservis qui concerne la précision.
Alors on a vu le critère de route et le critère de Nyquist qui permettent de définir la stabilité. On a vu le lieu d'Evans qui permet de tracer la cartographie des pôles du système en boucle fermée en fonction d'un gain et qui permet ainsi d'avoir un outil de réglage, de positionnement précis de ces pôles du système en boucle fermée en fonction d'un cahier des charges, comme on va le voir après, dans la partie 6. Et dernier point concernant l'analyse, le point qui concerne la précision des systèmes asservis. On veut, normalement, lorsqu'on asservit un système, on souhaite que son erreur soit nulle. Hein, si vous avez un asservissement de température, vous ne voulez pas que, si vous mettez 20 degrés, vous ne voulez pas qu'il y ait 21 ni 19, vous voulez qu'il y ait exactement 20 degrés. Comment caractériser cette erreur statique, cette précision? Pour ça, on va utiliser un théorème qui est très utile dans ce cas-là, qui est le théorème de la valeur finale. Bon, la précision statique, c'est le critère qui vous permet de savoir si un système est précis. C'est-à-dire que lorsque vous attendez suffisamment longtemps, à savoir si t tend vers l'infini, il converge vers la valeur que vous lui donnez en consigne. Alors ça se note de cette manière-là. E infini est égal à la limite lorsque t tend vers l'infini de l'erreur qui est égale à limite, grâce au théorème de la valeur finale, hein, on sait que c'est de la limite lorsque s tend vers 0 de s fois e de s. Alors on parle de précision statique lorsque on met en entrée une consigne qui ne varie pas, par exemple un échelon, et on parle de précision dynamique lorsque l'entrée du système évolue de manière continue par rapport au temps. Par exemple, lorsque en entrée on met une rampe ou en entrée on met une parabole. Alors rampe et parabole, c'est des consignes plus dures à respecter évidemment que échelon. Un échelon, c'est la plupart des systèmes, enfin normalement, sont faits pour être précis par rapport à un échelon. Mais dès que vous faites varier votre consigne en rampe ou même en parabole, hein, ça existe, hein, sur des systèmes de commande numérique, par exemple d'usinage à commande numérique, vous pouvez avoir des trajectoires qui évoluent en fonction du temps suivant une parabole. Et là, c'est particulièrement difficile de respecter une erreur statique nulle au bout d'un temps très court. Évidemment, on ne veut pas d'erreur par rapport à la consigne lorsque, par exemple, il faut usiner à 10 microns près. Alors, comment calculer cette erreur sans perturbation ni bruit de mesure? Voilà l'expression de l'erreur. Hein. L'erreur, c'est ce qui sort du comparateur. Vous avez la différence entre la consigne, Y indice R, R pour référence, consigne ou référence, c'est la même chose, moins ce qui est envoyé en contre-réaction. Donc c'est la sortie fois éventuellement un filtre qui représente le dynamique d'un capteur. C'est donc égal aussi, si vous remplacez Y de S par son expression en boucle fermée, hein, est égal à CG sur 1 plus CGH. Hein, donc ça, c'est l'expression de la fonction transfert en boucle fermée qui donne Y en fonction de la référence. Hein, donc on a simplement replacé là. Vous réduisez tout sous un même dénominateur. Et vous apercevez qu'il y a des choses qui se simplifient et que vous obtenez pour l'erreur la fonction transfert assez simple suivante, YR de S sur 1 plus CGH de S. Donc pour l'expression de l'erreur, donc ce qui sort du comparateur, donc ce qui nous intéresse pour qualifier la précision d'un système, c'est le rapport consigne, transfo de Laplace sur consigne, sur 1 plus fonction transfert de la boucle ouverte corrigée. Pour calculer donc l'erreur E infini, à savoir la limite lorsque t tend vers l'infini de petite e de t, qui est la limite lorsque s tend vers 0 de s fois e de s,
on calcule cette limite-là, hein, avec CGH qui peut se mettre sous la forme d'une fraction polynomiale, où on a fait apparaître ici, on a factorisé la classe du système. La classe du système, c'est le nombre d'intégrateurs qu'il y a en boucle ouverte. Ici, on a C. Alors C peut être égal à 0. Alors la classe peut être 0, 1, 2, 3, 4, etc. Hein, et on vous a dressé dans ce tableau les différentes valeurs de l'erreur pour différents types de consignes. Vous avez la première colonne qui donne les valeurs pour une consigne en échelon et la deuxième colonne qui donne les valeurs pour une consigne en rampe. La consigne en échelon a pour transfo de la place E0 sur S. La consigne en rampe a pour transfo de la place V0 sur S carré, avec V0 la vitesse de la rampe et E0 l'amplitude de l'échelon. Alors vous voyez ce qu'il faut retenir de ça. En fait, il vaut mieux le savoir, hein, parce que si en examen, par exemple, on vous demande de trouver l'erreur statique d'un système qui a un intégrateur en boucle ouverte, ça veut dire que petit c est égal à 1. Ça veut dire que la classe est égale à 1. Donc c'est pas la peine de me faire un grand calcul. Si vous répondez 0 parce que la classe est 1, c'est la bonne réponse. Et ça prend 10 secondes. Par contre, si vous ne savez pas ça, vous allez appliquer le théorème de la valeur finale. Vous allez calculer E de S, vous allez peut-être vous planter dans l'expression de E de S. Non, vous n'allez pas vous planter parce que vous aurez... Alors en examen, vous n'aurez pas accès au cours, hein. Vous aurez accès à une compilation du cours. C'est-à-dire 5 pages manuscrites, que vous ferez si possible vous-même, qui reprendront votre formulaire, quoi, vos anti-sèches. Vous les faites vous-même. Ça vous permet d'apprendre votre cours, ça vous permet d'en extraire. Si vous êtes capable d'extraire du cours, ce qui est important, c'est que vous savez le cours. Hein, c'est mon point de vue. Et donc vous aurez accès à ce formulaire-là, 5 pages manuscrites. Vous pouvez écrire aussi petit que vous pouvez lire, mais il faut que ce soit vous qui l'écriviez. Il ne faut pas que ce soit des photocopies. Vous pouvez... je ne vais pas contrôler, je vais pas vous fliquer, hein, mais évidemment, si c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit à votre place et que c'est écrit tout petit, vous aurez peut-être du mal à lire certaines formules. Hein, donc, c'est pas conseillé de faire ça. Et donc, pour en revenir à ça, hein, si vous avez noté effectivement la formule E de S, donc pas de problème, il suffit de l'appliquer. Encore faut-il appliquer correctement le théorème de la valeur finale. Mais ça fera forcément beaucoup plus de calculs que celui qui saura ce tableau, parce que là c'est peut-être du gâchis de place de mettre ça dans vos 5 pages manuscrites. Hein. Il suffit de savoir que pour un échelon, lorsque vous n'avez pas d'intégrateur, l'erreur statique est constante. Celle-là, il faut la calculer. Là, vous n'avez pas le choix, il faut faire un calcul. C'est la valeur, on vous la demande, ça vaut tant et tant. Il se trouve que le tableau vous donne cette valeur. Et vous notez que plus le gain augmente, plus cette valeur sera faible. Il suffit qu'il y ait un intégrateur pour un échelon pour que l'erreur statique soit nulle. Ça, c'est un truc que vous pourriez savoir. Si c'est une rampe, vous voyez que c'est plus dur à suivre. Parce que si vous n'avez pas d'intégrateur, l'erreur statique d'une rampe est infinie. L'erreur, là en l'occurrence elle est dynamique, hein, mais l'erreur en régime permanent à une consigne en rampe est infinie si vous n'avez pas un intégrateur. Elle est constante si vous avez un intégrateur, c'est-à-dire que vous allez suivre votre rampe, mais vous allez toujours être un peu en dessous, en retard. Et l'écart va converger vers la valeur qui est indiquée là, à savoir V0 sur K, et vous notez aussi que plus K augmente, plus cet écart va s'amenuiser. Et puis, lorsque vous avez 2 intégrateurs, qui peut le plus, peut le moins, vous pouvez certes suivre une rampe parfaitement avec une erreur statique nulle, et évidemment, comme un échelon c'est moins dur à suivre, vous pouvez aussi suivre l'échelon parfaitement. Donc ces notions-là, je pense, c'est pas trop dur à apprendre. Et c'est pour ça qu'on a fait, on a fait cette définition, on a défini ce paramètre C de classe parce que ça intervient justement pour la précision.
La classe, c'est le nombre d'intégrateurs en boucle ouverte. Prochaine fois, on verra un autre en complément, parce que c'est pas dans le cours, un autre aspect par rapport à la classe et par rapport au rejet de perturbation, aussi très utile, qui peut aussi sérieusement faciliter la vie en examen. Voilà, donc vous notez quelques messages subliminaux, donc qui sont évidemment à destination de ceux qui sont là, et ils ne sont pas donnés comme ça en l'air. Ça peut vous donner une idée de ce qu'il y aura, par exemple, à l'examen. Voilà, on va terminer sur ça aujourd'hui.